Paris a une façon particulière de nous faire croire que nous sommes à la veille de quelque chose de magique, de plus grand que nous-mêmes. J'ai emménagé ici il y a quelques années, plein d'espoir, comme tous ceux qui arrivent. La ville de l'amour, de l'art, des lumières. Mais la vérité est que, lorsque vous commencez à vivre ici, vous vous rendez compte que les lumières brillent beaucoup plus pour ceux qui les voient de loin. Et pour moi, cet écart n'a fait que s'accroître, surtout quand il s'agissait de relations. Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans et je suis graphiste. Je travaille pour une petite agence qui fait des campagnes publicitaires pour de plus petites marques, un travail que j'adore, mais qui me consomme la plupart de mes journées. Je sors de chez moi tôt, traverse les rues bondées de touristes et de locaux pressés, travaille pendant des heures devant l'écran, puis rentre dans mon minuscule appartement du Marais. J'ai des amis, oui, mais ils sont tous dans une sorte de relation, ce qui me donne l'impression d'être un poids en moins, sans convenance. Après une série de déceptions amoureuses, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Tinder semblait être une solution moderne à un problème vieux comme le monde, trouver quelqu'un. Je ne m'attendais pas à grand-chose. J'y avais déjà eu d'autres réunions, toutes désastreuses ou tout simplement ennuyeuses. Mais après une autre longue journée de travail, j'ai décidé d'ouvrir à nouveau l'application, juste pour voir ce qui se passait. Et il était là, Alex. Grand, avec des cheveux noirs et un sourire légèrement énigmatique. Quelque chose dans son profil m'a intrigué. Peut-être était-ce la description. Il n'essayait pas d'être drôle, ni de faire ces blagues forcées que beaucoup d'hommes mettent. Son profil était simple, mais il y avait une profondeur qui m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai fait une correspondance, et à ma grande surprise, il a répondu presque immédiatement. Nos conversations ont été faciles dès le début. Il était intelligent, s'exprimait bien, parlait de l'art avec une véritable passion et connaissait des endroits à Paris dont je n'avais jamais entendu parler, même si j'y vivais depuis des années. Cela m'a impressionné. Lui parler, c'était comme trouver une pièce manquante, comme s'il comblait des trous dans ma vie dont je ne connaissais même pas l'existence. Après quelques jours de conversation, nous avons décidé de nous rencontrer. Il lui a suggéré un bistrot à Montmartre, un petit endroit charmant aux murs recouverts de peinture et à la lumière tamisée qui rendait tout un peu plus rêveur. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une table dans un coin, m'attendant avec le même sourire énigmatique que j'avais vu sur les photos. Alex était exactement comme je m'y attendais. Charme naturel, confiance sans arrogance. Nous avons parlé de notre travail, de nos expériences à Paris, et la nuit s'est déroulée d'une manière parfaite, presque surréaliste. Cependant, il y avait quelque chose chez lui qui, de temps en temps, me faisait hésiter. Il évitait de parler de son passé. Quand je lui ai demandé où il avait grandi, il a répondu vaguement, détournant la conversation vers quelque chose de plus léger. Dans n'importe quelle autre réunion, cela aurait pu être un signal d'alarme. Mais avec Alex, j'avais l'impression que ça faisait partie du mystère, de quelque chose que j'étais censé découvrir petit à petit. Et je voulais le savoir. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois par la suite. Nous nous sommes promenés dans Paris, visitant toujours des endroits différents et inhabituels. Alex semblait avoir une carte mentale de la ville que personne d'autre ne connaissait. Il m'a emmené dans des petits cafés cachés dans des ruelles, des jardins secrets qui semblaient venus d'un autre temps. Il parlait d'énergie, de la façon dont certains quartiers de Paris avaient une ambiance particulière, quelque chose que les gens ordinaires ne réalisaient pas. J'en ai ri au début, pensant que c'était juste une excentricité, quelque chose qu'il a dit pour avoir l'air intéressant. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y croyait vraiment. Au cours d'une de nos promenades, il m'a emmené au cimetière du Père-Lachaise. C'était un après-midi nuageux, et le silence entre les tombes semblait plus lourd que d'habitude. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention au Père-Lachaise, au-delà des aspects historiques et touristiques, mais Alex semblait voir l'endroit d'une manière complètement différente. « Vous savez, ce cimetière est plus qu'un simple lieu de repos, » a-t-il dit, alors que nous passions devant une ancienne tombe. « Ici, les âmes peuvent se connecter avec les vivants, si vous savez écouter. » J'ai ri, nerveusement. Il m'a regardé sans rire.
Vous n'y croyez pas? Je ne pense pas, ai-je répondu, essayant de rester léger. Il a juste souri. Il n'a pas argumenté, il n'a pas essayé de me convaincre. Cela a laissé dans l'air la possibilité que je manquais quelque chose d'important. Cette étrange fascination pour les énergies et les connexions spirituelles n'a fait que croître au fil du temps. Alex a commencé à parler de plus en plus de la façon dont les gens portent des fragments de vies antérieures, comment certains endroits de Paris étaient des portails vers ces énergies anciennes. Même si je me sentais mal à l'aise, il y avait aussi quelque chose d'attachant. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vécu ou entendu. Une partie de moi avait peur, mais une autre partie était curieuse. Et c'est cette curiosité qui m'a conduit à ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous dînions dans son appartement, un endroit qui, bien qu'étant au centre de Paris, semblait figé dans le temps. Les murs étaient couverts de vieux livres, de bougies et d'objets qui semblaient sortir d'un musée. Alex a préparé un repas élaboré et le vin a coulé facilement. Nous avons ri, discuté et pendant un moment, tout nous a semblé normal. Jusqu'à ce qu'il mentionne, avec désinvolture, qu'il y avait un endroit spécial qu'il voulait me montrer. Un endroit où les gens peuvent renouer avec leur passé, a-t-il dit, avec un sourire qui m'a fait frissonner. J'aurais dû refuser. Tous les instincts de mon corps me criaient de ne pas y aller. Mais j'y suis allé. Il m'a emmené dans des rues que je ne connaissais pas, jusqu'à ce que nous atteignions un vieux bâtiment, presque en ruine, caché parmi d'autres bâtiments oubliés. L'air y était dense et quelque chose dans la pièce semblait oppressant, comme si les murs cachaient des secrets qui ne voulaient pas être révélés. Nous sommes entrés dans le bâtiment et l'obscurité à l'intérieur semblait tout avaler. Alex alluma une bougie et l'espace qui l'entourait se révéla lentement. Une pièce pleine d'objets étranges, de symboles dessinés sur les murs et d'un sentiment palpable que quelque chose n'allait pas du tout. « C'est ici, dit-il, la voix plus basse, presque un murmure, que tout commence, où vous pouvez vous connecter avec ce qui a précédé. Je voulais partir, je voulais courir, mais j'étais paralysé. » Alex commença à parler d'un ton étrange, quelque chose qui ressemblait à un chant. Je ne comprenais pas les mots, mais il créait un bourdonnement dans mes oreilles, une sensation que l'air autour de moi devenait trop lourd pour respirer. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que si je ne sortais pas de là à ce moment-là, quelque chose de terrible allait se produire. Avec une force que je ne savais même pas que j'avais, je me suis soudainement levé. « Je dois y aller », a-t-il dit, la voix tremblante. Alex m'a regardé, ses yeux brillants à la lueur des bougies. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'arrêter, mais il a hoché la tête lentement, comme s'il savait que c'était le choix que je devais faire. Je suis sorti en courant de cet endroit, sentant le poids invisible de ce bâtiment sur mon dos. Quand je suis enfin rentré chez moi, tremblante et confuse, j'ai bloqué Alex de tous les réseaux sociaux, supprimé ses messages et essayé par tous les moyens d'effacer sa présence de ma vie. Mais il est resté. Pas physiquement, mais dans des souvenirs, dans des cauchemars. Parfois, la nuit, j'avais encore l'impression d'être dans ce bâtiment, entouré de cette obscurité oppressante. Et le pire de tout, une partie de moi, aussi petite soit-elle, voulait y retourner, voulait comprendre ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Ce qu'Alex était vraiment. Paris n'a plus jamais été le même pour moi après ça. La ville lumière semblait plus sombre, plus dense, et j'ai appris, à la dure, que tout ce qui semble parfait ne l'est pas. Parfois, ce qui brille n'est que le reflet de quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui se cache dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. La mer semblait tracer la ligne fine entre la liberté et la prison, alors que je marchais dans les rues humides de Newcastle. L'Australie était une destination d'évasion, loin du chaos de ma ville natale. Mes journées étaient remplies de longues heures d'études et de nuits de solitude. Ce n'était pas exactement la vie aventureuse que j'avais imaginée, mais c'était quelque chose. Alors, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai cherché une échappatoire, Tinder. Au début, ce n'était qu'un passe-temps, quelque chose pour tuer le temps et qui sait, rencontrer des gens.
Cependant, c'est rapidement devenu une habitude. Des balayages sans engagement, de courtes conversations et parfois une rencontre sporadique. La monotonie des journées d'école se dissipe dans les brefs échanges de messages, dans les promesses de rencontres qui se matérialisent rarement, jusqu'à ce que Josh apparaisse. Il avait l'air différent, une combinaison unique de charme et d'humour. Nous avons parlé pendant des heures avant que je ne décide de l'accepter. Des photos de surf, des voyages et un sourire qui promettait de l'aventure, c'est ce que je cherchais. Lors de notre première conversation, il m'a demandé ce que je faisais pour m'amuser, et ma réponse honnête, pas grand-chose, ne l'a pas détourné comme je le craignais. Au contraire, il a dit qu'il devait changer cela. L'idée que quelqu'un s'intéresse autant à moi m'a fait sourire. Il a suggéré une rencontre sur la plage. J'ai été réticent pendant un moment, mais l'enthousiasme dans sa voix m'a convaincu. Nous sommes allés à Nobby's Beach, un endroit plus éloigné, idéal pour quelqu'un qui voulait se déconnecter de la ville. Cette nuit-là, la lune brillait sur la mer, et le bruit des vagues semblait amplifier le silence entre les quelques mots que nous échangions. Il était exactement comme je l'imaginais, peut-être même plus attrayant en personne. Nous causâmes un moment, rîmes et marchâmes le long du sable froid, sentant la brise humide nous envelopper. Il semblait être complètement à l'aise, comme si c'était son territoire. De temps en temps, il me regardait avec un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer, quelque part entre la curiosité et le calcul. « Alors Mia, as-tu déjà eu peur de quelqu'un auparavant ?» La question est sortie de nulle part, interrompant le flux détendu de la conversation. J'ai froncé les sourcils, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, essayant d'avoir l'air insouciant. Il a ri, mais il y avait quelque chose de troublant dans ce rire, quelque chose de tranchant et s'enfonça dans une obscurité que je n'avais pas remarquée auparavant. « Je suis juste curieux. » Il haussa les épaules et regarda l'horizon où la mer se confondait avec le ciel. Certaines personnes ont une peur primaire, d'autres ont peur de perdre le contrôle, comme vous peut-être. Son regard était fixé sur moi, trop intense pour quelqu'un qui ne devrait être que curieux. Mon estomac s'est retourné. J'ai essayé de rire, mais le son était faux. Il s'est approché un peu plus, envahissant mon espace personnel, et j'ai senti mon corps se raidir. Je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment pensé, marmonnai-je, essayant de paraître indifférent. J'ai voulu changer de sujet, mais je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. Les mots sont restés dans ma gorge. Tu devrais réfléchir, Mia. Il a prononcé mon nom lentement, savourant chaque syllabe comme s'il m'essayait. Parce que j'y pense tout le temps. Silence. Les vagues ne cessaient de s'écraser sur le sable, indifférentes à la glace qui se répandait dans mes veines. Et à quoi pensez-vous exactement ? J'ai forcé la question, priant pour qu'il ne soit qu'un gars excentrique, quelqu'un qui aimait dire des choses étranges pour impressionner. La douleur, a-t-il simplement répondu. Ma propre douleur. La douleur des autres. Il y a quelque chose à ce sujet, vous savez, quelque chose qui me fait me sentir vivante. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un ressent de la peur, de la vraie peur, il y a une beauté à cela. Chaque fibre de mon être me criait de sortir de là. Mais en même temps, une partie de moi, la même partie qui cherchait quelque chose au-delà de la routine, voulait comprendre. Je voulais savoir jusqu'où allait cette fascination maladive. Ai-je commencé, mais je n'ai pas fini. Que pourrais-je dire ? Qu'il était fou, effrayant. Je savais qu'il se nourrissait de mon hésitation, prenant plaisir à voir la confusion et l'inconfort dans mes yeux. C'est merveilleux. Il l'interrompit. Toutes les émotions qui surgissent dans les yeux de quelqu'un lorsqu'il se rend compte qu'il est au bord de l'abîme, la peur, la colère, le désespoir, c'est comme une symphonie. Il fit un pas en avant, maintenant si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Et je veux entendre le vôtre. J'ai dégluti difficilement. J'ai pris du recul, mon esprit ayant du mal à digérer les mots qu'il avait dit. Il a tendu la main et m'a touché le bras, doucement, comme pour me calmer. Mais le geste était tout sauf rassurant. Je voulais juste savoir comment tu gérerais ça, Mia. Sa voix était douce, presque douce, mais ses yeux étaient froids et sans vie. On va se promener ? Je connais un endroit où nous pouvons en parler davantage.
Tous mes instincts me criaient de courir. Mais il avait déjà un étrange contrôle sur moi. Comme si chaque mot qu'il disait était une chaîne invisible qui me maintenait en place. Il m'a emmené loin de la plage vers un chemin plus sombre et plus isolé. J'ai essayé de balbutier une excuse, en disant que je devais partir, que j'avais des engagements pour le lendemain. Il sourit, mais le sourire ne toucha pas ses yeux. Ne sois pas stupide, Mia. Juste une courte promenade. Je vous promets que ce sera inoubliable. Ces mots ont suffi. J'ai pris une profonde respiration et quand il s'est retourné pour aller de l'avant, j'ai couru. J'ai couru sans regarder en arrière, sans réfléchir, sans respirer. Le bruit de mes propres pas était assourdissant sur le sable humide. J'ai senti le vent me déchirer le visage et des larmes de terreur monter dans mes yeux. Quand je me suis finalement retourné pour regarder, il n'était plus là. La plage était déserte, l'obscurité absolue. Seul le bruit de l'océan est resté. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine me tenir debout. J'ai trébuché sur la plage sans m'arrêter jusqu'à ce que je sois rentré chez moi. J'ai verrouillé la porte, essayant de calmer ma respiration. J'ai attrapé mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai ouvert Tinder. J'ai supprimé notre conversation, supprimé l'application, mais je savais que ce n'était pas suffisant. J'ai passé la nuit éveillé, à écouter chaque petit bruit autour de l'appartement, convaincu qu'il était là, d'une manière ou d'une autre, à me regarder. Dans les jours qui ont suivi, les messages que j'avais espérés ne sont jamais venus. Il a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais la peur a persisté. Sa voix résonnait dans mon esprit, ses mots retombant en boucle. « Je veux entendre votre symphonie ». C'était comme s'il avait laissé une marque invisible sur moi. Peu importe à quel point j'essayais d'oublier, quelque chose avait changé. Je savais que j'avais touché quelque chose de dangereux, quelque chose qui aurait pu me détruire si j'avais cédé un peu plus. Pendant un bref instant, j'étais la proie et il était le prédateur. Et maintenant, chaque fois que je pense à télécharger à nouveau Tinder, je me souviens de ce sourire froid. Je me souviens de la plage. Et je me demande si, quelque part, il est toujours à la recherche de sa prochaine symphonie. Je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans et je suis récemment entré à l'université dans une petite ville d'Allemagne. Je savais qu'il serait difficile de m'adapter au nouvel environnement. J'ai toujours été un gars plus fermé, je n'avais pas beaucoup d'amis au lycée, et bien que ma vie sociale soit limitée, je ne me considérais pas seul. Cependant, lorsqu'il est arrivé à l'université, le sentiment d'être seul est devenu inconfortable. Les semaines ont filé, et je me suis retrouvé isolé, marchant dans des couloirs bondés, sans que personne ne me remarque vraiment. C'est cette solitude qui m'a conduit à Tinder. Je ne suis pas le genre de personne qui se jetterait dans un bar pour se faire des amis, alors je me suis dit que qui sait, grâce à une application, je pourrais trouver quelqu'un avec qui me connecter. Peut-être une amitié, peut-être quelque chose de plus. Rien de bien grave, je voulais juste une entreprise. Après quelques semaines de conversation qui n'ont mené nulle part, j'ai rencontré Anna. Votre profil a tout de suite attiré mon attention. C'était pas seulement pour les photos, même si, bien sûr, c'était beau. C'était quelque chose dans sa description, quelque chose dans sa façon de s'exprimer qui semblait différent. Elle a mentionné qu'elle aimait la littérature gothique et les vieux films d'horreur, ce qui a instantanément allumé une étincelle de curiosité en moi. Nous avons parlé pendant quelques jours, et plus nous échangions de messages, plus je devenais convaincu que cette fille était différente. Elle semblait être en phase avec quelque chose que je ne pouvais pas identifier, quelque chose de profond et d'intriguant. Après quelques jours de discussion, nous nous sommes donné rendez-vous. J'étais nerveux, bien sûr. Lorsque vous vous connectez avec quelqu'un par SMS, il y a toujours cette incertitude sur ce qui va se passer lorsque vous êtes en face à face. La conversation va-t-elle se dérouler? Y aura-t-il ce même lien qui semblait exister dans les mots tapés? Nous nous sommes rencontrés dans un café près du campus. Elle est arrivée en souriant, et ce sourire avait quelque chose de charmant, mais aussi d'énigmatique. C'était comme si elle avait toujours une longueur d'avance, sachant quelque chose que je ne savais pas. Nous nous sommes assis,
et à ma grande surprise, la conversation a été facile. Elle était pleine d'esprit, intelligente, et son rire avait une sonorité presque hypnotique. Je me suis retrouvé à me détendre, à oublier la nervosité initiale et à simplement profiter du moment. Au fur et à mesure que nous parlions, nous en venions inévitablement aux légendes urbaines qui circulaient sur le campus. C'était un sujet commun parmi les étudiants. Tout le monde connaissait une histoire étrange sur les anciens bâtiments de l'université. Anna, cependant, semblait en savoir plus que quiconque. Elle a parlé d'un esprit qui, selon elle, hantait l'ancien auditorium de l'université. Ce n'était pas une histoire que je connaissais, et j'avoue que je me sentais intrigué et mal à l'aise en même temps. L'esprit, selon Anna, était connu pour apparaître à ceux qui avaient des secrets. Ce n'était pas nécessairement un être maléfique, mais ce n'était pas inoffensif non plus. Il s'est manifesté à ceux qui gardaient quelque chose d'obscur en eux, quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir révélé. L'auditorium, aujourd'hui abandonné et rarement utilisé, était l'épicentre de ces manifestations. J'ai ri, pensant que c'était juste une blague, une façon pour elle de m'impressionner. Mais elle semblait prendre l'histoire au sérieux, et l'étincelle dans ses yeux m'a fait me demander si cette conversation n'était qu'une blague. Et puis, à ma grande surprise, elle a suggéré que nous allions à l'auditorium. L'idée m'a mis mal à l'aise, mais en même temps, il y avait quelque chose de tentant dans cette proposition. Après tout, j'étais là pour vivre de nouvelles expériences, n'est-ce pas? J'ai cédé à la suggestion, bien qu'à contre-cœur. Elle avait l'air tellement excitée que je ne voulais pas avoir l'air lâche ou ennuyeux. Le soir même, lors d'un événement sur le campus, nous nous sommes éloignés du groupe et nous nous sommes dirigés vers l'ancien auditorium. L'endroit était exactement tel que décrit dans les histoires, grand, imposant et couvert d'un sentiment d'abandon. Les fenêtres étaient poussiéreuses et les portes en bois grinçaient lorsqu'elles s'ouvraient, comme si le bâtiment lui-même était vivant, résistant à notre entrée. L'intérieur était froid, beaucoup plus froid que ce à quoi je m'attendais. Il semblait que la température avait baissé de plusieurs degrés dès que nous avons franchi la porte. L'air était stagnant, chargé d'un sentiment d'attente. Anna était excitée, marchant avec assurance, comme si elle connaissait déjà chaque recoin de cet endroit. Je l'ai suivie jusqu'à la scène où elle a suggéré que nous nous asseyions. Elle commença à parler à voix basse, presque comme un murmure, invoquant l'esprit du public. C'était quelque chose entre une blague et un rituel. Les mots qu'elle marmonnait n'avaient pas de sens pour moi, mais il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de parler, comme si elle croyait vraiment en ce qu'elle faisait. L'environnement autour de nous semblait changer, alors que ces mots remplissaient le vide dans le hall. Le silence qui nous enveloppait était lourd, oppressant. C'est à ce moment-là que les lumières ont commencé à clignoter. Au début, j'ai pensé que c'était juste un problème électrique, quelque chose de courant dans un vieux bâtiment comme ça. Mais la fréquence des clignements était étrange, irrégulière, comme si cela se produisait en réponse à ce que disait Anna. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et j'ai commencé à bouger, agité. J'ai regardé Anna, espérant qu'elle était aussi mal à l'aise que moi, mais elle était calme. Ses yeux, cependant, étaient fixés sur quelque chose de lointain, quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois que nous n'étions pas seuls. Il y avait une présence dans l'auditorium. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était comme si quelque chose ou quelqu'un nous regardait. L'air était plus dense, plus difficile à respirer, et un sentiment d'effroi a commencé à monter en moi. J'ai entendu un bruit faible, presque inaudible, venant du fond de la pièce. C'était un son très bas, comme un murmure venant de loin, mais il résonnait en moi, faisant trembler mes nerfs. Anna resta immobile, murmurant des mots qui semblaient maintenant étranges, décousus. Le sourire qu'elle avait affiché tout au long s'était transformé en une expression sérieuse, presque révérencieuse. Quelque chose n'allait pas. Je savais que ce n'était pas normal, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas bouger. C'était comme si quelque chose me retenait là, pris entre la curiosité et la peur. Alors, j'ai vu. Dans le coin le plus sombre de l'auditorium, une ombre se déplaçait.
C'était une silhouette indistincte, comme une tache sombre sur un fond encore plus noir. Mon cœur s'est emballé. Il ne faisait aucun doute qu'il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique. Il y avait quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai senti ma bouche sèche et le sentiment d'être observé s'est intensifié. C'est à ce moment-là que ma raison a finalement surmonté la peur paralysante. Dans un mouvement soudain, je me suis levé de la scène et j'ai essayé de sortir Anna de là. Mais quand je l'ai touchée, son corps était étrangement froid. Elle m'a regardé avec un regard vide, presque comme si elle ne me reconnaissait plus. Il a marmonné quelque chose que je ne comprenais pas et a essayé de me retenir, mais mon instinct de survie a pris le dessus. Je cours et cours. J'ai couru comme je n'avais jamais couru auparavant, trébuchant dans les couloirs de l'auditorium jusqu'à ce que j'atteigne la sortie. L'air froid de la nuit m'a frappé comme un coup de poing, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais haletant, le cœur battant, comme si je venais d'échapper à quelque chose de terrible. Depuis cette nuit-là, j'ai évité Anna. Je n'ai pas répondu à ses appels, ni à ses messages. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais que je savais que je ne voulais plus être près de moi. J'ai essayé de reprendre ma vie normale, mais ce qui s'est passé dans cet auditorium me hante encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que nous avons vu, ni ce que nous avons ressenti, mais je sais que ce n'était pas normal. Ce n'était pas quelque chose qui appartenait à notre monde. Parfois, je me surprends à penser à ces moments, à l'ombre que j'ai vue, au changement que j'ai ressenti chez Anna. Et je me demande si, en acceptant son invitation, j'ai ouvert une porte vers quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Je n'ai jamais été le genre de personne qui a honte d'admettre sa faiblesse. La solitude, par exemple. Après la rupture avec Ryota, c'était comme si un vide s'était installé en moi. Un vide que je ne pouvais pas combler, peu importe mes efforts. Mes amis m'ont dit que ce n'était qu'une phase, que je finirais par me sentir mieux. Mais les mois ont passé et j'ai continué à me sentir invisible. J'ai donc décidé d'essayer Tinder. Ce n'était pas la première fois que j'essayais, mais cette fois-ci, j'avais l'impression que c'était ma dernière chance de trouver quelqu'un de spécial. C'était comme si toutes les options autour de moi étaient déjà épuisées. Et c'est là que j'ai rencontré Takashi. Il avait une aura calme et une voix douce qui semblait savoir quoi dire à chaque instant. Notre première conversation a porté sur la littérature, quelque chose que je trouvais rarement sur les applications de rencontres. Il était différent, poli, plein d'humour, à l'écoute. Au début, j'ai pensé qu'il ne s'agissait peut-être que d'une autre illusion créée par des écrans lumineux. Mais Takashi était réel. Nous avons organisé notre première réunion dans un café à Shibuya, et c'était parfait. Il était gentil, charismatique, et semblait vraiment intéressé par moi. Je me suis senti à nouveau vu, après avoir si longtemps été juste une autre figure dans la foule. Dans les semaines qui ont suivi, Takashi est devenu un élément clé de ma routine. Des messages incessants, des appels en fin de journée, des petits gestes d'affection qui me faisaient sourire comme une adolescente amoureuse. Mais, petit à petit, l'inquiétude a commencé à s'installer. Il m'a proposé de me conduire au travail tous les jours. Une attention que j'ai d'abord trouvée charmante, mais qui m'a vite semblé étouffante. Il savait toujours où j'étais, il commentait toujours mes publications sur les réseaux sociaux, même les plus anciennes. Et je me rendais compte qu'il surveillait chacun de mes mouvements en ligne. J'ai essayé de repousser ses pensées. Je me suis dit que j'exagérais, que c'était juste un signe qu'il se souciait de moi. Peut-être qu'après tant de temps seul, je ne savais plus ce qu'était une relation saine. Mais tout a commencé à changer après un incident sur mon travail. J'étais sous beaucoup de pression, et un soir, Takashi m'a demandé comment s'était passée ma journée. Dans un moment de fragilité, j'ai avoué à quel point j'étais peu sûr de ma performance au bureau. Je m'attendais à une étreinte, à un mot de réconfort. Au lieu de cela, il m'a regardé et m'a dit « Peut-être que tu devrais travailler plus dur. Ou qui sait, trouver quelque chose qui est vraiment bon. » Ces mots m'ont frappé comme une lame froide. J'ai souri, comme s'il s'agissait d'une blague.
Mais la vérité est que ce commentaire a commencé à me ronger l'esprit. Il a continué, presque imperceptiblement, à utiliser mes vulnérabilités contre moi dans de petits commentaires, toujours avec une couche de passivité qui m'a fait me demander si j'exagérais. Ne pensez-vous pas que vous devriez couper les ponts avec ses amis ? A-t-il demandé un jour, lorsque j'ai mentionné un collègue avec qui je traînais parfois. Ils n'ont pas l'air de s'intéresser à ton bien-être, comme moi. Peu à peu, j'ai commencé à m'isoler. Non pas que Takashi m'y ait directement forcé, mais ces mots étaient toujours là, comme une ombre derrière chaque décision que je prenais. Il était de plus en plus difficile de tracer la ligne entre sa préoccupation et son contrôle. Et c'est à ce moment-là que la situation est devenue incontrôlable. Un soir, après avoir évité de sortir avec mes amis pendant des semaines, j'ai décidé d'accepter une invitation à dîner. J'étais fatigué d'être à la hauteur des attentes de Takashi, et j'ai décidé, pour une fois, de faire quelque chose pour moi. Je leur ai dit que je partais, mais je n'ai pas donné de détails sur l'endroit. J'avais envie, le temps d'une nuit, d'avoir à nouveau mon propre espace. Cependant, vers 10 heures du soir, il est apparu. Il se tenait de l'autre côté de la rue, me regardant. Il n'a rien dit, n'a fait aucun mouvement vers moi. Il m'a juste regardé, comme si j'étais un animal sur le point d'être capturé. Mes amis ont remarqué l'inconfort sur mon visage et m'ont demandé si tout allait bien, mais je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression d'être constamment observé, comme si toute tentative de me libérer était punie par sa présence silencieuse. Je l'ai confronté le soir même. Je lui ai demandé comment il m'avait trouvé, et il a souri comme si c'était une question ridicule. Je sais où tu es toujours, Eiko. Je m'inquiète pour toi. Ces mots auraient dû sembler réconfortants, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un profond frisson. Il était clair que je n'étais plus seulement sa petite amie. J'étais une possession, quelque chose qu'il devait contrôler. La décision de rompre s'est accompagnée d'un mélange de peur et de soulagement. Je l'ai appelé le lendemain, lui ai expliqué que je ne pouvais plus continuer la relation. Je m'attendais à une explosion de colère, mais ce que j'ai entendu, c'est un silence effrayant. « Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui prend soin de vous comme je le fais », a-t-il dit, d'un ton calme. Et sur ce, il a raccroché. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, dans un silence absolu, attendant le bruit de pas dans le couloir, attendant qu'il se cache devant ma porte. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Je devrais me sentir soulagé, libre, mais le poids de la relation était toujours là, collé à moi comme une seconde peau. Chaque notification sur mon téléphone me faisait frissonner, chaque ombre le long de la rue me faisait tourner la tête, espérant voir le visage de Takashi. Même si j'avais échappé physiquement, mentalement, je me sentais toujours comme un prisonnier. En fin de compte, la leçon la plus difficile que j'ai apprise n'était pas sur le danger de s'engager avec quelqu'un comme Takashi, mais sur la nécessité de fixer des limites dès le départ. Faire confiance à mon instinct, ne pas ignorer les signes quand quelque chose ne va pas. J'avais perdu plus d'une relation, j'avais perdu une partie de qui j'étais, et ce serait un long chemin pour me reconnecter avec cette version de moi-même que je sentais s'être estompée. Mais maintenant, au moins, je savais ce dont j'avais besoin pour me protéger. Je savais que la prochaine fois, je n'hésiterais pas à me fixer des limites, à prendre du recul au premier signe de contrôle. Parce qu'en fin de compte, la plus grande bataille que j'ai affrontée n'était pas contre Takashi, mais contre moi-même et le besoin désespéré d'être aimé à tout prix. J'aurais dû apprendre maintenant. New York est une jungle faite uniquement de béton, d'acier et d'illusions. Quand j'ai emménagé ici à 23 ans, je pensais que cette ville serait mon échappatoire, l'endroit où tout aurait un sens. Les lumières vives, le rythme effréné, les gens qui vont et viennent sans arrêt. C'était le contraire de l'ennui suffocant d'où je venais. Mais au bout de 4 ans, l'éclat s'est estompé. Mes nuits seules dans l'appartement, les dîners silencieux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est là que Tinder est entré dans l'équation. Qui peut m'en vouloir ? Pour une femme de 27 ans, perdue dans un monde qui insiste pour avancer sans vous, il est facile de se perdre dans les petits pixels de la compagnie.
Chaque glissement de doigt était-il un acte d'espoir ou de désespoir? Michael est apparu comme ça. Sa photo était normale, rien de grandiose. Cheveux noirs, barbe bien taillée, sourire retenu. Mais ce qui m'a frappé, c'est son approche. Directe, sans détour. Contrairement aux autres, il n'essayait pas de m'impressionner avec des phrases toutes faites ou des compliments vides. Vous avez l'air d'être une personne qui sait ce que vous voulez, a-t-il écrit. Et quelque chose dans ce simple commentaire m'a fait croire qu'il avait raison. Peut-être que je le savais. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me le rappeler. Notre premier rendez-vous était dans un bar de l'East Village, le genre d'endroit que je pensais que les gens fréquentaient vraiment. Il est arrivé à l'heure, ce qui était déjà un point en faveur. Au cours de la conversation, il semblait lire dans mes pensées. C'était engageant, vous voyez. Le genre qui vous donne l'impression d'être la seule personne dans la pièce, ou dans le monde. Après cette nuit-là, nous sommes sortis quelques fois de plus. Chaque rencontre a été une immersion profonde. Il m'a posé des questions sur ma vie qui m'ont surpris, sur mon travail, sur mon enfance. Il semblait vraiment intéressé, mais avec le temps, quelque chose a commencé à me déranger. Les questions étaient toujours subtiles, jamais invasives. Du moins pas tout de suite. Mais la façon dont il dirigeait la conversation, toujours sur des sujets dont je n'ai jamais parlé avec personne, était déconcertante. C'était comme s'il essayait de cartographier mes pensées, de retracer les itinéraires de mon passé. Je me souviens très bien du jour où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis rentré à la maison après une réunion épuisante et comme d'habitude, j'ai sorti mon téléphone portable pour vérifier les médias sociaux. Mais quelque chose n'était pas à sa place. Notification de connexion, activité que je n'ai pas reconnue. Il avait accédé à mes comptes. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à entrer dans mes réseaux sociaux, à lire mes conversations privées, à explorer mes vieilles photos. J'étais statique. C'était comme si tout mon monde avait été envahi. Qui était cet homme, vraiment? Comment a-t-il réussi à faire cela? Ma poitrine s'est serrée, ma respiration est devenue rapide. J'avais besoin de le confronter. Il avait besoin de réponses. Ce soir-là, je me suis arrangé pour le voir dans son appartement. La tension était claire dans l'air, du moins pour moi. Quand je suis entré, Michael semblait trop calme. Son appartement était minimaliste, presque vide, à l'exception des détails soigneusement calculés pour avoir l'air décontracté. Ce n'était pas la maison de quelqu'un, c'était une façade. Je l'ai confronté directement, les mots sortant presque comme un cri. « Avez-vous piraté mes comptes? Comment avez-vous fait cela ?» Il m'a regardé avec un calme troublant, a légèrement incliné la tête, comme si j'étais un enfant accusant quelqu'un de voler des bonbons. « Je voulais en savoir plus sur toi, Sophie. J'avais l'impression que tu ne me laissais pas entrer complètement. Vous laisser entrer? Était-ce son argument? Il ne voyait rien de mal à cela. Il croyait qu'en envahissant mon espace privé, il ne faisait que renforcer notre lien. Le ton calme, presque paternaliste, était le pire. Comme si j'étais irrationnel de me sentir violé. « C'est malade, Michael. Tu ne peux pas faire ça. » La colère a commencé à me submerger, mais elle a été bientôt suivie d'une vague d'effroi. Il n'avait pas l'air de comprendre. Ou pire, il comprenait, mais il s'en fichait. Il a essayé de le justifier à nouveau, en parlant de la façon dont les relations modernes exigent ce genre de transparence. Qu'au fond, il essayait juste de nous protéger de toute barrière. J'avais la nausée. C'était comme si j'étais pris au piège d'un jeu psychologique qu'il contrôlait depuis plus longtemps que je ne l'imaginais. Que savait-il d'autre sur moi? Qu'avait-il fait d'autre? J'ai quitté cet appartement à ce moment-là. Je n'ai pas attendu d'autres excuses. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de sortir de là, de respirer, de réfléchir. Mais ce qui s'est passé après a été encore pire. Une fois que vous vous rendez compte que vous êtes surveillé, plus rien ne semble sûr. Mon appartement, mes hamacs, même le silence semblait suspect. J'ai commencé à éviter même d'ouvrir mon téléphone portable. Et chaque fois qu'une notification apparaissait, mon cœur battait la chamade. Je devenais paranoïaque. Il était entré dans ma vie d'une manière qui ne pouvait pas être facilement défaite. Les semaines ont passé et j'ai essayé d'éviter tout contact avec Michael. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas là. En fait,
il était toujours là. Dans les petites choses, dans les faux profils que j'étais sûr qu'il avait créés pour m'espionner, dans les messages indirects qu'il trouvait dans mes flux, même dans les rencontres fortuites qui semblaient plus qu'une coïncidence. Le dernier point est venu quand il a laissé un cadeau sur la porte de mon appartement. Un petit colis, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une photo de moi, une photo que je n'ai jamais prise. C'était un selfie qu'il avait capturé d'une manière ou d'une autre, pendant que j'étais distrait, probablement lors d'un de nos rendez-vous. La panique s'empara de moi. Ce n'était plus seulement un jeu psychologique. C'était une menace réelle. J'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai changé d'appartement, changé de numéro, coupé toutes les liaisons possibles. Mais le sentiment d'être observé n'a pas disparu. Les nuits étaient encore longues, le silence encore lourd. Michael m'avait laissé un dernier cadeau, le doute constant sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En surface, j'ai l'impression d'être revenu à mon état d'origine, seul, perdu, essayant de trouver ma place dans cette ville géante. Mais quelque chose a changé. J'ai compris, de la manière la plus cruelle, que la vie privée est le dernier refuge et que la vulnérabilité est une arme puissante entre de mauvaises mains. Paris a une façon particulière de nous faire croire que nous sommes à la veille de quelque chose de magique, de plus grand que nous-mêmes. J'ai emménagé ici il y a quelques années, plein d'espoir, comme tous ceux qui arrivent. La ville de l'amour, de l'art, des lumières. Mais la vérité est que, lorsque vous commencez à vivre ici, vous vous rendez compte que les lumières brillent beaucoup plus pour ceux qui les voient de loin. Et pour moi, cet écart n'a fait que s'accroître, surtout quand il s'agissait de relations. Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans et je suis graphiste. Je travaille pour une petite agence qui fait des campagnes publicitaires pour de plus petites marques, un travail que j'adore, mais qui me consomme la plupart de mes journées. Je sors de chez moi tôt, traverse les rues bondées de touristes et de locaux pressés, travaille pendant des heures devant l'écran, puis rentre dans mon minuscule appartement du Marais. J'ai des amis, oui, mais ils sont tous dans une sorte de relation, ce qui me donne l'impression d'être un poids en moins, sans convenance. Après une série de déceptions amoureuses, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Tinder semblait être une solution moderne à un problème vieux comme le monde, trouver quelqu'un. Je ne m'attendais pas à grand-chose. J'y avais déjà eu d'autres réunions, toutes désastreuses ou tout simplement ennuyeuses. Mais après une autre longue journée de travail, j'ai décidé d'ouvrir à nouveau l'application, juste pour voir ce qui se passait. Et il était là, Alex. Grand, avec des cheveux noirs et un sourire légèrement énigmatique. Quelque chose dans son profil m'a intrigué. Peut-être était-ce la description. Il n'essayait pas d'être drôle, ni de faire ces blagues forcées que beaucoup d'hommes mettent. Son profil était simple, mais il y avait une profondeur qui m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai fait une correspondance, et à ma grande surprise, il a répondu presque immédiatement. Nos conversations ont été faciles dès le début. Il était intelligent, s'exprimait bien, parlait de l'art avec une véritable passion et connaissait des endroits à Paris dont je n'avais jamais entendu parler, même si j'y vivais depuis des années. Cela m'a impressionné. Lui parler, c'était comme trouver une pièce manquante, comme s'il comblait des trous dans ma vie dont je ne connaissais même pas l'existence. Après quelques jours de conversation, nous avons décidé de nous rencontrer. Il lui a suggéré un bistrot à Montmartre, un petit endroit charmant aux murs recouverts de peinture et à la lumière tamisée qui rendait tout un peu plus rêveur. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une table dans un coin, m'attendant avec le même sourire énigmatique que j'avais vu sur les photos. Alex était exactement comme je m'y attendais. Charme naturel, confiance sans arrogance. Nous avons parlé de notre travail, de nos expériences à Paris, et la nuit s'est déroulée d'une manière parfaite, presque surréaliste. Cependant, il y avait quelque chose chez lui qui, de temps en temps, me faisait hésiter. Il évitait de parler de son passé. Quand je lui ai demandé où il avait grandi, il a répondu vaguement, détournant la conversation vers quelque chose de plus léger. Dans n'importe quelle autre réunion, cela aurait pu être un signal d'alarme. Mais avec Alex,
J'avais l'impression que ça faisait partie du mystère, de quelque chose que j'étais censé découvrir petit à petit. Et je voulais le savoir. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois par la suite. Nous nous sommes promenés dans Paris, visitant toujours des endroits différents et inhabituels. Alex semblait avoir une carte mentale de la ville que personne d'autre ne connaissait. Il m'a emmené dans des petits cafés cachés dans des ruelles, des jardins secrets qui semblaient venus d'un autre temps. Il parlait d'énergie, de la façon dont certains quartiers de Paris avaient une ambiance particulière, quelque chose que les gens ordinaires ne réalisaient pas. J'en ai ri au début, pensant que c'était juste une excentricité, quelque chose qu'il a dit pour avoir l'air intéressant. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y croyait vraiment. Au cours d'une de nos promenades, il m'a emmené au cimetière du Père-Lachaise. C'était un après-midi nuageux, et le silence entre les tombes semblait plus lourd que d'habitude. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention au Père-Lachaise, au-delà des aspects historiques et touristiques, mais Alex semblait voir l'endroit d'une manière complètement différente. « Vous savez, ce cimetière est plus qu'un simple lieu de repos, » a-t-il dit, alors que nous passions devant une ancienne tombe. « Ici, les âmes peuvent se connecter avec les vivants, si vous savez écouter. » J'ai ri, nerveusement. Il m'a regardé sans rire. « Vous n'y croyez pas ? Je ne pense pas, » ai-je répondu, essayant de rester léger. Il a juste souri. Il n'a pas argumenté, il n'a pas essayé de me convaincre. Cela a laissé dans l'air la possibilité que je manquais quelque chose d'important. Cette étrange fascination pour les énergies et les connexions spirituelles n'a fait que croître au fil du temps. Alex a commencé à parler de plus en plus de la façon dont les gens portent des fragments de vies antérieures, comment certains endroits de Paris étaient des portails vers ces énergies anciennes. Même si je me sentais mal à l'aise, il y avait aussi quelque chose d'attachant. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vécu ou entendu. Une partie de moi avait peur, mais une autre partie était curieuse. Et c'est cette curiosité qui m'a conduit à ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous dînions dans son appartement, un endroit qui, bien qu'étant au centre de Paris, semblait figé dans le temps. Les murs étaient couverts de vieux livres, de bougies et d'objets qui semblaient sortir d'un musée. Alex a préparé un repas élaboré et le vin a coulé facilement. Nous avons ri, discuté et pendant un moment, tout nous a semblé normal. Jusqu'à ce qu'il mentionne, avec désinvolture, qu'il y avait un endroit spécial qu'il voulait me montrer. Un endroit où les gens peuvent renouer avec leur passé, a-t-il dit, avec un sourire qui m'a fait frissonner. J'aurais dû refuser. Tous les instincts de mon corps me criaient de ne pas y aller. Mais j'y suis allé. Il m'a emmené dans des rues que je ne connaissais pas, jusqu'à ce que nous atteignions un vieux bâtiment, presque en ruine, caché parmi d'autres bâtiments oubliés. L'air y était dense et quelque chose dans la pièce semblait oppressant, comme si les murs cachaient des secrets qui ne voulaient pas être révélés. Nous sommes entrés dans le bâtiment et l'obscurité à l'intérieur semblait tout avaler. Alex alluma une bougie et l'espace qui l'entourait se révéla lentement. Une pièce pleine d'objets étranges, de symboles dessinés sur les murs et d'un sentiment palpable que quelque chose n'allait pas du tout. « C'est ici, dit-il, la voix plus basse, presque un murmure, que tout commence, où vous pouvez vous connecter avec ce qui a précédé. Je voulais partir, je voulais courir, mais j'étais paralysé. » Alex commença à parler d'un ton étrange, quelque chose qui ressemblait à un chant. Je ne comprenais pas les mots, mais il créait un bourdonnement dans mes oreilles, une sensation que l'air autour de moi devenait trop lourd pour respirer. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que si je ne sortais pas de là à ce moment-là, quelque chose de terrible allait se produire. Avec une force que je ne savais même pas que j'avais, je me suis soudainement levé. « Je dois y aller », a-t-il dit, la voix tremblante. Alex m'a regardé, ses yeux brillants à la lueur des bougies. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'arrêter, mais il a hoché la tête lentement, comme s'il savait que c'était le choix que je devais faire. Je suis sorti en courant de cet endroit, sentant le poids invisible de ce bâtiment sur mon dos. Quand je suis enfin rentré chez moi, tremblante et confuse, j'ai bloqué Alex de tous les réseaux sociaux, supprimé ses messages et essayé par tous les moyens d'effacer sa présence de ma vie.
mais il est resté. Pas physiquement, mais dans des souvenirs, dans des cauchemars. Parfois, la nuit, j'avais encore l'impression d'être dans ce bâtiment, entouré de cette obscurité oppressante. Et le pire de tout, une partie de moi, aussi petite soit-elle, voulait y retourner, voulait comprendre ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Ce qu'Alex était vraiment. Paris n'a plus jamais été le même pour moi après ça. La ville lumière semblait plus sombre, plus dense, et j'ai appris, à la dure, que tout ce qui semble parfait ne l'est pas. Parfois, ce qui brille n'est que le reflet de quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui se cache dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. La mer semblait tracer la ligne fine entre la liberté et la prison, alors que je marchais dans les rues humides de Newcastle. L'Australie était une destination d'évasion, loin du chaos de ma ville natale. Mes journées étaient remplies de longues heures d'études et de nuits de solitude. Ce n'était pas exactement la vie aventureuse que j'avais imaginée, mais c'était quelque chose. Alors, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai cherché une échappatoire, Tinder. Au début, ce n'était qu'un passe-temps, quelque chose pour tuer le temps, et qui sait, rencontrer des gens. Cependant, c'est rapidement devenu une habitude, des balayages sans engagement, de courtes conversations, et parfois une rencontre sporadique. La monotonie des journées d'école se dissipe dans les brefs échanges de messages, dans les promesses de rencontres qui se matérialisent rarement, jusqu'à ce que Josh apparaisse. Il avait l'air différent, une combinaison unique de charme et d'humour. Nous avons parlé pendant des heures avant que je ne décide de l'accepter. Des photos de surf, des voyages et un sourire qui promettait de l'aventure, c'est ce que je cherchais. Lors de notre première conversation, il m'a demandé ce que je faisais pour m'amuser, et ma réponse honnête, pas grand-chose, ne l'a pas détourné comme je le craignais. Au contraire, il a dit qu'il devait changer cela. L'idée que quelqu'un s'intéresse autant à moi m'a fait sourire. Il a suggéré une rencontre sur la plage. J'ai été réticent pendant un moment, mais l'enthousiasme dans sa voix m'a convaincu. Nous sommes allés à Nobby's Beach, un endroit plus éloigné, idéal pour quelqu'un qui voulait se déconnecter de la ville. Cette nuit-là, la lune brillait sur la mer, et le bruit des vagues semblait amplifier le silence entre les quelques mots que nous échangions. Il était exactement comme je l'imaginais, peut-être même plus attrayant en personne. Nous causâmes un moment, rîmes et marchâmes le long du sable froid, sentant la brise humide nous envelopper. Il semblait être complètement à l'aise, comme si c'était son territoire. De temps en temps, il me regardait avec un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer, quelque part entre la curiosité et le calcul. « Alors Mia, as-tu déjà eu peur de quelqu'un auparavant ?» La question est sortie de nulle part, interrompant le flux détendu de la conversation. J'ai froncé les sourcils, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, essayant d'avoir l'air insouciant. Il a ri, mais il y avait quelque chose de troublant dans ce rire, quelque chose de tranchant et s'enfonça dans une obscurité que je n'avais pas remarquée auparavant. « Je suis juste curieux. » Il haussa les épaules et regarda l'horizon, où la mer se confondait avec le ciel. Certaines personnes ont une peur primaire, d'autres ont peur de perdre le contrôle, comme vous peut-être. Son regard était fixé sur moi, trop intense pour quelqu'un qui ne devrait être que curieux. Mon estomac s'est retourné. J'ai essayé de rire, mais le son était faux. Il s'est approché un peu plus, envahissant mon espace personnel, et j'ai senti mon corps se raidir. Je ne sais pas, je n'y ai jamais vraiment pensé, marmonnai-je, essayant de paraître indifférent. J'ai voulu changer de sujet, mais je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. Les mots sont restés dans ma gorge. Tu devrais réfléchir, Mia. Il a prononcé mon nom lentement, savourant chaque syllabe comme s'il m'essayait. Parce que j'y pense tout le temps. Silence. Les vagues ne cessaient de s'écraser sur le sable, indifférentes à la glace qui se répandait dans mes veines. Et à quoi pensez-vous exactement ? J'ai forcé la question, priant pour qu'il ne soit qu'un gars excentrique, quelqu'un qui aimait dire des choses étranges pour impressionner. La douleur, a-t-il simplement répondu. Ma propre douleur. La douleur des autres.
Il y a quelque chose à ce sujet, vous savez, quelque chose qui me fait me sentir vivante. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un ressent de la peur, de la vraie peur, il y a une beauté à cela. Chaque fibre de mon être me criait de sortir de là. Mais en même temps, une partie de moi, la même partie qui cherchait quelque chose au-delà de la routine, voulait comprendre. Je voulais savoir jusqu'où allait cette fascination maladive. Ai-je commencé, mais je n'ai pas fini. Que pourrais-je dire? Qu'il était fou, effrayant. Je savais qu'il se nourrissait de mon hésitation, prenant plaisir à voir la confusion et l'inconfort dans mes yeux. C'est merveilleux. Il l'interrompit. Toutes les émotions qui surgissent dans les yeux de quelqu'un lorsqu'il se rend compte qu'il est au bord de l'abîme, la peur, la colère, le désespoir, c'est comme une symphonie. Il fit un pas en avant, maintenant si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Et je veux entendre le vôtre. J'ai dégluti difficilement. J'ai pris du recul, mon esprit ayant du mal à digérer les mots qu'il avait dits. Il a tendu la main et m'a touché le bras, doucement, comme pour me calmer. Mais le geste était tout sauf rassurant. Je voulais juste savoir comment tu gérerais ça, Mia. Sa voix était douce, presque douce, mais ses yeux étaient froids et sans vie. On va se promener? Je connais un endroit où nous pouvons en parler davantage. Tous mes instincts me criaient de courir. Mais il avait déjà un étrange contrôle sur moi. Comme si chaque mot qu'il disait était une chaîne invisible qui me maintenait en place. Il m'a emmené loin de la plage vers un chemin plus sombre et plus isolé. J'ai essayé de balbutier une excuse, en disant que je devais partir, que j'avais des engagements pour le lendemain. Il sourit, mais le sourire ne toucha pas ses yeux. Ne sois pas stupide, Mia, juste une courte promenade. Je vous promets que ce sera inoubliable. Ces mots ont suffi. J'ai pris une profonde respiration et quand il s'est retourné pour aller de l'avant, j'ai couru. J'ai couru sans regarder en arrière, sans réfléchir, sans respirer. Le bruit de mes propres pas était assourdissant sur le sable humide. J'ai senti le vent me déchirer le visage et des larmes de terreur monter dans mes yeux. Quand je me suis finalement retourné pour regarder, il n'était plus là. La plage était déserte, l'obscurité absolue. Seul le bruit de l'océan est resté. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine me tenir debout. J'ai trébuché sur la plage sans m'arrêter jusqu'à ce que je sois rentré chez moi. J'ai verrouillé la porte, essayant de calmer ma respiration. J'ai attrapé mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai ouvert Tinder. J'ai supprimé notre conversation, supprimé l'application, mais je savais que ce n'était pas suffisant. J'ai passé la nuit éveillé, à écouter chaque petit bruit autour de l'appartement, convaincu qu'il était là, d'une manière ou d'une autre, à me regarder. Dans les jours qui ont suivi, les messages que j'avais espérés ne sont jamais venus. Il a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais la peur a persisté. Sa voix résonnait dans mon esprit, ses mots retombant en boucle. Je veux entendre votre symphonie. C'était comme s'il avait laissé une marque invisible sur moi. Peu importe à quel point j'essayais d'oublier, quelque chose avait changé. Je savais que j'avais touché quelque chose de dangereux, quelque chose qui aurait pu me détruire si j'avais cédé un peu plus. Pendant un bref instant, j'étais la proie et il était le prédateur. Et maintenant, chaque fois que je pense à télécharger à nouveau Tinder, je me souviens de ce sourire froid. Je me souviens de la plage. Et je me demande si, quelque part, il est toujours à la recherche de sa prochaine symphonie. Je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans et je suis récemment entré à l'université dans une petite ville d'Allemagne. Je savais qu'il serait difficile de m'adapter au nouvel environnement. J'ai toujours été un gars plus fermé, je n'avais pas beaucoup d'amis au lycée, et bien que ma vie sociale soit limitée, je ne me considérais pas seul. Cependant, lorsqu'il est arrivé à l'université, le sentiment d'être seul est devenu inconfortable. Les semaines ont filé, et je me suis retrouvé isolé, marchant dans des couloirs bondés, sans que personne ne me remarque vraiment. C'est cette solitude qui m'a conduit à Tinder. Je ne suis pas le genre de personne qui se jetterait dans un bar pour se faire des amis, alors je me suis dit que qui sait, grâce à une application, je pourrais trouver quelqu'un avec qui me connecter. Peut-être une amitié, peut-être quelque chose de plus.
Rien de bien grave, je voulais juste une entreprise. Après quelques semaines de conversation qui n'ont mené nulle part, j'ai rencontré Anna. Votre profil a tout de suite attiré mon attention. C'était pas seulement pour les photos, même si bien sûr, c'était beau. C'était quelque chose dans sa description, quelque chose dans sa façon de s'exprimer qui semblait différent. Elle a mentionné qu'elle aimait la littérature gothique et les vieux films d'horreur, ce qui a instantanément allumé une étincelle de curiosité en moi. Nous avons parlé pendant quelques jours, et plus nous échangions de messages, plus je devenais convaincu que cette fille était différente. Elle semblait être en phase avec quelque chose que je ne pouvais pas identifier, quelque chose de profond et d'intriguant. Après quelques jours de discussion, nous nous sommes donné rendez-vous. J'étais nerveux, bien sûr. Lorsque vous vous connectez avec quelqu'un par SMS, il y a toujours cette incertitude sur ce qui va se passer lorsque vous êtes en face à face. La conversation va-t-elle se dérouler? Y aura-t-il ce même lien qui semblait exister dans les mots tapés? Nous nous sommes rencontrés dans un café près du campus. Elle est arrivée en souriant, et ce sourire avait quelque chose de charmant, mais aussi d'énigmatique. C'était comme si elle avait toujours une longueur d'avance, sachant quelque chose que je ne savais pas. Nous nous sommes assis, et à ma grande surprise, la conversation a été facile. Elle était pleine d'esprit, intelligente, et son rire avait une sonorité presque hypnotique. Je me suis retrouvé à me détendre, à oublier la nervosité initiale, et à simplement profiter du moment. Au fur et à mesure que nous parlions, nous en venions inévitablement aux légendes urbaines qui circulaient sur le campus. C'était un sujet commun parmi les étudiants. Tout le monde connaissait une histoire étrange sur les anciens bâtiments de l'université. Anna, cependant, semblait en savoir plus que quiconque. Elle a parlé d'un esprit qui, selon elle, hantait l'ancien auditorium de l'université. Ce n'était pas une histoire que je connaissais, et j'avoue que je me sentais intrigué et mal à l'aise en même temps. L'esprit, selon Anna, était connu pour apparaître à ceux qui avaient des secrets. Ce n'était pas nécessairement un être maléfique, mais ce n'était pas inoffensif non plus. Il s'est manifesté à ceux qui gardaient quelque chose d'obscur en eux, quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir révélé. L'auditorium, aujourd'hui abandonné et rarement utilisé, était l'épicentre de ces manifestations. J'ai ri, pensant que c'était juste une blague, une façon pour elle de m'impressionner. Mais elle semblait prendre l'histoire au sérieux, et l'étincelle dans ses yeux m'a fait me demander si cette conversation n'était qu'une blague. Et puis, à ma grande surprise, elle a suggéré que nous allions à l'auditorium. L'idée m'a mis mal à l'aise, mais en même temps, il y avait quelque chose de tentant dans cette proposition. Après tout, j'étais là pour vivre de nouvelles expériences, n'est-ce pas? J'ai cédé à la suggestion, bien qu'à contre-cœur. Elle avait l'air tellement excitée que je ne voulais pas avoir l'air lâche ou ennuyeux. Le soir même, lors d'un événement sur le campus, nous nous sommes éloignés du groupe et nous nous sommes dirigés vers l'ancien auditorium. L'endroit était exactement tel que décrit dans les histoires, grand, imposant et couvert d'un sentiment d'abandon. Les fenêtres étaient poussiéreuses et les portes en bois grinçaient lorsqu'elles s'ouvraient, comme si le bâtiment lui-même était vivant, résistant à notre entrée. L'intérieur était froid, beaucoup plus froid que ce à quoi je m'attendais. Il semblait que la température avait baissé de plusieurs degrés dès que nous avons franchi la porte. L'air était stagnant, chargé d'un sentiment d'attente. Anna était excitée, marchant avec assurance, comme si elle connaissait déjà chaque recoin de cet endroit. Je l'ai suivie jusqu'à la scène où elle a suggéré que nous nous asseyions. Elle commença à parler à voix basse, presque comme un murmure, invoquant l'esprit du public. C'était quelque chose entre une blague et un rituel. Les mots qu'elle marmonnait n'avaient pas de sens pour moi, mais il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de parler, comme si elle croyait vraiment en ce qu'elle faisait. L'environnement autour de nous semblait changer, alors que ces mots remplissaient le vide dans le hall. Le silence qui nous enveloppait était lourd, oppressant. C'est à ce moment-là que les lumières ont commencé à clignoter. Au début, j'ai pensé que c'était juste un problème électrique, quelque chose de courant dans un vieux bâtiment comme ça.
Mais la fréquence des clignements était étrange, irrégulière, comme si cela se produisait en réponse à ce que disait Anna. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et j'ai commencé à bouger, agité. J'ai regardé Anna, espérant qu'elle était aussi mal à l'aise que moi, mais elle était calme. Ses yeux, cependant, étaient fixés sur quelque chose de lointain, quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois que nous n'étions pas seuls. Il y avait une présence dans l'auditorium. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était comme si quelque chose ou quelqu'un nous regardait. L'air était plus dense, plus difficile à respirer, et un sentiment d'effroi a commencé à monter en moi. J'ai entendu un bruit faible, presque inaudible, venant du fond de la pièce. C'était un son très bas, comme un murmure venant de loin, mais il résonnait en moi, faisant trembler mes nerfs. Anna resta immobile, murmurant des mots qui semblaient maintenant étranges, décousus. Le sourire qu'elle avait affiché tout au long s'était transformé en une expression sérieuse, presque révérencieuse. Quelque chose n'allait pas. Je savais que ce n'était pas normal, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas bouger. C'était comme si quelque chose me retenait là, pris entre la curiosité et la peur. Alors, j'ai vu. Dans le coin le plus sombre de l'auditorium, une ombre se déplaçait. C'était une silhouette indistincte, comme une tache sombre sur un fond encore plus noir. Mon cœur s'est emballé. Il ne faisait aucun doute qu'il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique. Il y avait quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai senti ma bouche sèche et le sentiment d'être observé s'est intensifié. C'est à ce moment-là que ma raison a finalement surmonté la peur paralysante. Dans un mouvement soudain, je me suis levé de la scène et j'ai essayé de sortir Anna de là. Mais quand je l'ai touchée, son corps était étrangement froid. Elle m'a regardé avec un regard vide, presque comme si elle ne me reconnaissait plus. Il a marmonné quelque chose que je ne comprenais pas et a essayé de me retenir, mais mon instinct de survie a pris le dessus. Je cours et cours. J'ai couru comme je n'avais jamais couru auparavant, trébuchant dans les couloirs de l'auditorium jusqu'à ce que j'atteigne la sortie. L'air froid de la nuit m'a frappé comme un coup de poing, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais haletant, le cœur battant, comme si je venais d'échapper à quelque chose de terrible. Depuis cette nuit-là, j'ai évité Anna. Je n'ai pas répondu à ses appels, ni à ses messages. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais que je savais que je ne voulais plus être près de moi. J'ai essayé de reprendre ma vie normale, mais ce qui s'est passé dans cet auditorium me hante encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que nous avons vu, ni ce que nous avons ressenti, mais je sais que ce n'était pas normal. Ce n'était pas quelque chose qui appartenait à notre monde. Parfois, je me surprends à penser à ces moments, à l'ombre que j'ai vue, au changement que j'ai ressenti chez Anna. Et je me demande si, en acceptant son invitation, j'ai ouvert une porte vers quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Je n'ai jamais été le genre de personne qui a honte d'admettre sa faiblesse. La solitude, par exemple. Après la rupture avec Ryota, c'était comme si un vide s'était installé en moi. Un vide que je ne pouvais pas combler, peu importe mes efforts. Mes amis m'ont dit que ce n'était qu'une phase, que je finirais par me sentir mieux. Mais les mois ont passé et j'ai continué à me sentir invisible. J'ai donc décidé d'essayer Tinder. Ce n'était pas la première fois que j'essayais, mais cette fois-ci, j'avais l'impression que c'était ma dernière chance de trouver quelqu'un de spécial. C'était comme si toutes les options autour de moi étaient déjà épuisées. Et c'est là que j'ai rencontré Takashi. Il avait une aura calme et une voix douce qui semblait savoir quoi dire à chaque instant. Notre première conversation a porté sur la littérature, quelque chose que je trouvais rarement sur les applications de rencontres. Il était différent, poli, plein d'humour, à l'écoute. Au début, j'ai pensé qu'il ne s'agissait peut-être que d'une autre illusion créée par des écrans lumineux. Mais Takashi était réel. Nous avons organisé notre première réunion dans un café à Shibuya, et c'était parfait. Il était gentil, charismatique, et semblait vraiment intéressé par moi. Je me suis senti à nouveau vu, après avoir si longtemps été juste une autre figure dans la foule.
Dans les semaines qui ont suivi, Takashi est devenu un élément clé de ma routine. Des messages incessants, des appels en fin de journée, des petits gestes d'affection qui me faisaient sourire comme une adolescente amoureuse. Mais, petit à petit, l'inquiétude a commencé à s'installer. Il m'a proposé de me conduire au travail tous les jours, une attention que j'ai d'abord trouvée charmante, mais qui m'a vite semblé étouffante. Il savait toujours où j'étais, il commentait toujours mes publications sur les réseaux sociaux, même les plus anciennes, et je me rendais compte qu'il surveillait chacun de mes mouvements en ligne. J'ai essayé de repousser ses pensées. Je me suis dit que j'exagérais, que c'était juste un signe qu'il se souciait de moi. Peut-être qu'après tant de temps seul, je ne savais plus ce qu'était une relation saine. Mais tout a commencé à changer après un incident sur mon travail. J'étais sous beaucoup de pression, et un soir, Takashi m'a demandé comment s'était passée ma journée. Dans un moment de fragilité, j'ai avoué à quel point j'étais peu sûr de ma performance au bureau. Je m'attendais à une étreinte, à un mot de réconfort. Au lieu de cela, il m'a regardé et m'a dit « Peut-être que tu devrais travailler plus dur. Ou qui sait, trouver quelque chose qui est vraiment bon. » Ces mots m'ont frappé comme une lame froide. J'ai souri, comme s'il s'agissait d'une blague. Mais la vérité est que ce commentaire a commencé à me ronger l'esprit. Il a continué, presque imperceptiblement, à utiliser mes vulnérabilités contre moi dans de petits commentaires, toujours avec une couche de passivité qui m'a fait me demander si j'exagérais. « Ne pensez-vous pas que vous devriez couper les ponts avec ses amis ?» a-t-il demandé un jour, lorsque j'ai mentionné un collègue avec qui je traînais parfois. « Ils n'ont pas l'air de s'intéresser à ton bien-être, comme moi. » Peu à peu, j'ai commencé à m'isoler. Non pas que Takashi m'y ait directement forcé, mais ces mots étaient toujours là, comme une ombre derrière chaque décision que je prenais. Il était de plus en plus difficile de tracer la ligne entre sa préoccupation et son contrôle. Et c'est à ce moment-là que la situation est devenue incontrôlable. Un soir, après avoir évité de sortir avec mes amis pendant des semaines, j'ai décidé d'accepter une invitation à dîner. J'étais fatigué d'être à la hauteur des attentes de Takashi, et j'ai décidé, pour une fois, de faire quelque chose pour moi. Je leur ai dit que je partais, mais je n'ai pas donné de détails sur l'endroit. J'avais envie, le temps d'une nuit, d'avoir à nouveau mon propre espace. Cependant, vers 10 heures du soir, il est apparu. Il se tenait de l'autre côté de la rue, me regardant. Il n'a rien dit, n'a fait aucun mouvement vers moi. Il m'a juste regardé, comme si j'étais un animal sur le point d'être capturé. Mes amis ont remarqué l'inconfort sur mon visage et m'ont demandé si tout allait bien, mais je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression d'être constamment observé, comme si toute tentative de me libérer était punie par sa présence silencieuse. Je l'ai confronté le soir même. Je lui ai demandé comment il m'avait trouvé, et il a souri comme si c'était une question ridicule. « Je sais où tu es toujours, Echo. Je m'inquiète pour toi. » Ces mots auraient dû sembler réconfortants, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un profond frisson. Il était clair que je n'étais plus seulement sa petite amie. J'étais une possession, quelque chose qu'il devait contrôler. La décision de rompre s'est accompagnée d'un mélange de peur et de soulagement. Je l'ai appelé le lendemain, lui ai expliqué que je ne pouvais plus continuer la relation. Je m'attendais à une explosion de colère, mais ce que j'ai entendu, c'est un silence effrayant. « Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui prend soin de vous comme je le fais, » a-t-il dit, d'un ton calme. Et sur ce, il a raccroché. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, dans un silence absolu, attendant le bruit de pas dans le couloir, attendant qu'il se cache devant ma porte. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Je devrais me sentir soulagé, libre, mais le poids de la relation était toujours là, collé à moi comme une seconde peau. Chaque notification sur mon téléphone me faisait frissonner, chaque ombre le long de la rue me faisait tourner la tête, espérant voir le visage de Takashi. Même si j'avais échappé physiquement, mentalement, je me sentais toujours comme un prisonnier. En fin de compte, la leçon la plus difficile que j'ai apprise n'était pas sur le danger de s'engager avec quelqu'un comme Takashi, mais sur la nécessité de fixer des limites dès le départ. Faire confiance à mon instinct, ne pas ignorer les signes quand quelque chose ne va pas.
J'avais perdu plus d'une relation, j'avais perdu une partie de qui j'étais, et ce serait un long chemin pour me reconnecter avec cette version de moi-même que je sentais s'être estompée. Mais maintenant, au moins, je savais ce dont j'avais besoin pour me protéger. Je savais que la prochaine fois, je n'hésiterais pas à me fixer des limites, à prendre du recul au premier signe de contrôle. Parce qu'en fin de compte, la plus grande bataille que j'ai affrontée n'était pas contre Takashi, mais contre moi-même, et le besoin désespéré d'être aimé à tout prix. J'aurais dû apprendre maintenant. New York est une jungle faite uniquement de béton, d'acier et d'illusions. Quand j'ai emménagé ici à 23 ans, je pensais que cette ville serait mon échappatoire, l'endroit où tout aurait un sens. Les lumières vives, le rythme effréné, les gens qui vont et viennent sans arrêt. C'était le contraire de l'ennui suffocant d'où je venais. Mais au bout de 4 ans, l'éclat s'est estompé. Mes nuits seules dans l'appartement, les dîners silencieux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est là que Tinder est entré dans l'équation. Qui peut m'en vouloir? Pour une femme de 27 ans, perdue dans un monde qui insiste pour avancer sans vous, il est facile de se perdre dans les petits pixels de la compagnie. Chaque glissement de doigt était-il un acte d'espoir ou de désespoir? Michael est apparu comme ça. Sa photo était normale, rien de grandiose. Cheveux noirs, barbe bien taillée, sourire retenu. Mais ce qui m'a frappé, c'est son approche. Directe, sans détour. Contrairement aux autres, il n'essayait pas de m'impressionner avec des phrases toutes faites ou des compliments vides. « Vous avez l'air d'être une personne qui sait ce que vous voulez », a-t-il écrit. Et quelque chose dans ce simple commentaire m'a fait croire qu'il avait raison. Peut-être que je le savais. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me le rappeler. Notre premier rendez-vous était dans un bar de l'East Village. Le genre d'endroit que je pensais que les gens fréquentaient vraiment. Il est arrivé à l'heure, ce qui était déjà un point en faveur. Au cours de la conversation, il semblait lire dans mes pensées. C'était engageant, vous voyez. Le genre qui vous donne l'impression d'être la seule personne dans la pièce, ou dans le monde. Après cette nuit-là, nous sommes sortis quelques fois de plus. Chaque rencontre a été une immersion profonde. Il m'a posé des questions sur ma vie qui m'ont surpris, sur mon travail, sur mon enfance. Il semblait vraiment intéressé, mais avec le temps, quelque chose a commencé à me déranger. Les questions étaient toujours subtiles, jamais invasives. Du moins pas tout de suite. Mais la façon dont il dirigeait la conversation, toujours sur des sujets dont je n'ai jamais parlé avec personne, était déconcertante. C'était comme s'il essayait de cartographier mes pensées, de retracer les itinéraires de mon passé. Je me souviens très bien du jour où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis rentré à la maison après une réunion épuisante et comme d'habitude, j'ai sorti mon téléphone portable pour vérifier les médias sociaux. Mais quelque chose n'était pas à sa place. Notification de connexion, activité que je n'ai pas reconnue. Il avait accédé à mes comptes. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à entrer dans mes réseaux sociaux, à lire mes conversations privées, à explorer mes vieilles photos. J'étais statique. C'était comme si tout mon monde avait été envahi. Qui était cet homme, vraiment? Comment a-t-il réussi à faire cela? Ma poitrine s'est serrée, ma respiration est devenue rapide. J'avais besoin de le confronter. Il avait besoin de réponses. Ce soir-là, je me suis arrangé pour le voir dans son appartement. La tension était claire dans l'air, du moins pour moi. Quand je suis entré, Michael semblait trop calme. Son appartement était minimaliste, presque vide, à l'exception des détails soigneusement calculés pour avoir l'air décontracté. Ce n'était pas la maison de quelqu'un, c'était une façade. Je l'ai confronté directement, les mots sortant presque comme un cri. « Avez-vous piraté mes comptes? Comment avez-vous fait cela ?» Il m'a regardé avec un calme troublant, a légèrement incliné la tête, comme si j'étais un enfant accusant quelqu'un de voler des bonbons. Je voulais en savoir plus sur toi, Sophie. J'avais l'impression que tu ne me laissais pas entrer complètement. Vous laisser entrer? Était-ce son argument? Il ne voyait rien de mal à cela. Il croyait qu'en envahissant mon espace privé, il ne faisait que renforcer notre lien. Le ton calme, presque paternaliste, était le pire. Comme si j'étais irrationnel de me sentir violé.
C'est malade, Michael. Tu ne peux pas faire ça. La colère a commencé à me submerger, mais elle a été bientôt suivie d'une vague d'effroi. Il n'avait pas l'air de comprendre. Ou pire, il comprenait, mais il s'en fichait. Il a essayé de le justifier à nouveau, en parlant de la façon dont les relations modernes exigent ce genre de transparence. Qu'au fond, il essayait juste de nous protéger de toute barrière. J'avais la nausée. C'était comme si j'étais pris au piège d'un jeu psychologique qu'il contrôlait depuis plus longtemps que je ne l'imaginais. Que savait-il d'autre sur moi? Qu'avait-il fait d'autre? J'ai quitté cet appartement à ce moment-là. Je n'ai pas attendu d'autres excuses. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de sortir de là, de respirer, de réfléchir. Mais ce qui s'est passé après a été encore pire. Une fois que vous vous rendez compte que vous êtes surveillé, plus rien ne semble sûr. Mon appartement, mes hamacs, même le silence semblait suspect. J'ai commencé à éviter même d'ouvrir mon téléphone portable. Et chaque fois qu'une notification apparaissait, mon cœur battait la chamade. Je devenais paranoïaque. Il était entré dans ma vie d'une manière qui ne pouvait pas être facilement défaite. Les semaines ont passé et j'ai essayé d'éviter tout contact avec Michael. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas là. En fait, il était toujours là. Dans les petites choses, dans les faux profils que j'étais sûr qu'il avait créés pour m'espionner, dans les messages indirects qu'il trouvait dans mes flux, même dans les rencontres fortuites qui semblaient plus qu'une coïncidence. Le dernier point est venu quand il a laissé un cadeau sur la porte de mon appartement. Un petit colis, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une photo de moi. Une photo que je n'ai jamais prise. C'était un selfie qu'il avait capturé d'une manière ou d'une autre, pendant que j'étais distrait, probablement lors d'un de nos rendez-vous. La panique s'empara de moi. Ce n'était plus seulement un jeu psychologique. C'était une menace réelle. J'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai changé d'appartement, changé de numéro, coupé toutes les liaisons possibles. Mais le sentiment d'être observé n'a pas disparu. Les nuits étaient encore longues, le silence encore lourd. Michael m'avait laissé un dernier cadeau, le doute constant sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En surface, j'ai l'impression d'être revenu à mon état d'origine, seul, perdu, essayant de trouver ma place dans cette ville géante. Mais quelque chose a changé. J'ai compris, de la manière la plus cruelle, que la vie privée est le dernier refuge et que la vulnérabilité est une arme puissante entre de mauvaises mains.